Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime autour d'un café. Je suis votre animatrice Audrey et je suis, comme d'habitude, avec ma partner, mon amie Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien, toi? Ça va pas trop mal. Et aujourd'hui, l'épisode est enregistré devant public parce que une grande amie du podcast est de retour. Je fais le public au complet. Vous l'avez entendu, c'est Mégane. Mégane est de retour avec nous. Comment ça va, Mégane? Ça va très bien, je suis contente d'être de retour. Oui, alors pour ceux et celles qui seraient des nouveaux arrivés au podcast, Mégane nous avait présenté les cas Claude Faneuf et Georges Lemay, deux excellents cas que vous pouvez aller regarder, écouter. Ceci est un podcast et non une émission Vous télé. pouvez aller halluciner vivement en l'écoutant aussi. On vous empêche pas, ça vous appartient. C'est ça. Mais là, en plus de se joindre à nous, Mégane, si j'ai bien compris, tu veux nous recommander un café. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Bien sûr, ben oui, je vais vous recommander un café que ma maman m'a fait goûter l'autre semaine. Donc, je l'ai goûté dans la fancy machine à espresso maison. Oh my god! Mais c'est un excellent café du torréfacteur le Canal qui est près du canal La Chine à Montréal. Donc d'où le nom, le Canal. Donc Ça tombe sous le sens. Oui. C'est un micro-torréfacteur qui a commencé au café Lily et Oli. Donc un petit café de quartier ouvert qu'on va devoir aller sûrement visiter un jour parce que les photos sur internet sont vraiment cute. Ouais, il paraît que c'est un bon endroit où travailler. Ben, gars, prochaine séance de préparation de podcast, on ira là-bas. Et la sorte que j'ai goûtée, je pense que, je suis plus très sûre parce qu'ils ont changé un peu le branding, mais je pense que c'était le café Arayan, donc qui présentait des notes de bleuet, chocolat, fraise, très rond en bouche aussi. Donc, c'est un assemblage de caldas et de café colombien. Et qui est excellent en espresso, puis moi je l'ai bu après le souper, puis c'était vraiment presque un dessert, mais très léger en même temps, là. Donc je vous le recommande chaudement d'essayer ça. C'est un café un peu plus dispendieux, qui est un petit peu difficile à trouver, mais si vous voulez vous gâter ou gâter quelqu'un proche de vous qui tripe sur le café, vraiment un excellent cadeau à faire. Voilà. Oh. Et un autre excellent cadeau à faire, c'est la marchandise Un peu de crime dans ton café. Ah comme oui! Cette magnifique tasse que je tiens présentement dans mes mains et que je montre comme ça comme une animatrice de The Price is Right pour aucune raison, parce que ceci est un format auditif. Vous pouvez aussi l'imaginer dans leur mind's eye, là. Vous pouvez les voir, ils comme sont, l'halluciner comme Claude Faneuf. pouvez voir les peut. images sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Et je vous confirme, elle fonctionne très bien, la tasse, elle contient très bien mon café est dans la tasse et non sur mes genoux, chose qui serait vraiment pas très agréable. Mais non, là, le café est dans ma tasse et c'est vraiment agréable. Yeah! Ah, c'est bien Alors. mieux que se verser du café direct dans la bouche. Aussi. Alors, j'ai ma tasse, je suis prête à recevoir un petit peu de crime. Alors, Catherine, si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu as un cas un peu historique pour nous. Oui, ok, alors, moi j'aime ça commencer en vous racontant ma vie. Fait que là, il y a moins d'une semaine, Audrey, tu m'as dit, Catherine, la semaine prochaine, faut qu'on enregistre. J'ai dit, absolument, absolument, absolument. Je prépare une série rocambolesque sur le FLQ, mais il me reste un livre au complet à lire. Est-ce qu'on pourrait, je vais le lire très vite, je vais relever ce défi. Fait que finalement, j'ai rushé, puis j'ai lu beaucoup de pages, puis il y avait beaucoup trop de stock. Alors, je vous présente, non pas une série de 2 épisodes sur le FLQ, mais bien une série de 3 épisodes sur le FLQ. Oh my god, oh my god! Oh my Un god, oh my god, oh marathon, my god. une grande entreprise. Fait que ça va être comme un gros marathon du FLQ. Alors, cette année, à la place de faire le marathon Lord of the Rings Extended Edition, vous allez pouvoir faire le marathon FLQ avec un peu de crime dans ton café.
C'est le marathon FLQ! Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le FLQ et la crise d'octobre, allez lire un livre. Bande d'ignards. Non, mais soyez patients, là, tu vas nous l'expliquer, là. Oui, je vais vous l'expliquer, mais je vous dis déjà, oui, c'est un truc historique, mais à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous enseignait en secondaire 4. Pas de honte aux Maisons Longues puis à Jean-Cartier, là, mais le FLQ, c'est vraiment quelque chose par rapport à l'histoire du Québec et pourquoi nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous faire mon premier épisode de 2 parce que mon petit cœur stressé voulait dresser le portrait le plus juste du FLQ. Fait qu'il y a beaucoup de détails, mais je vous avertis, j'en ai coupé beaucoup aussi. Fait que si ça vous intéresse, ça vaut vraiment la peine que vous fassiez vos propres recherches. Et je vous invite déjà, chers auditeurs, à m'écrire unpeudecrime@gmail.com si je fais des erreurs dans les noms des gens ou dans les dates. C'est possible que je fasse des erreurs, je vous avertis. C'est ça. Et on va faire un épisode de correction au pire. Ah oui, ça c'est déjà une affaire qui va s'en venir. On va faire un épisode de correction. Alors, mes sources, plusieurs livres que j'ai dévorés cette semaine. Ok, premièrement, The Making of the October Crisis de Darcy Jenish. J'ai aussi consulté La crise d'octobre 50 ans après de Jules Falardeau, en plus d'articles de l'Encyclopédie canadienne, de Wikipédia, du Devoir et de la presse. Et en passant, dans mon livre de Darcy Jenish, il y avait un coupon de la BANQ au nom de un certain Jean-François Lycée avec 2 S. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose là. Oh my God! Je pense qu'il avait un typo dans son propre nom. Il était stressé de remplir sa petite carte de la BNQ, puis il a pesé 2 fois sur le S. C'est ça, exactement. Oh mon Dieu, je suis stressée. Alors, est-ce que vous êtes prête à ce que je mette une petite bombe dans votre café? Ok, je suis prête, madame. Attends, je vais aller mettre mon imperméable. Oh! Vas-y, on t'écoute, partner. Alors, mon premier épisode s'intitule Grande noirceur et petite bombe. C'est vraiment cute. C'est vraiment... On essaie de rendre ça le plus cute possible. Alors, première partie. Maurice Duplessis, pas si pire que ça. Big if true. Si on veut parler du FLQ, donc le Front de libération du Québec, on doit dans un premier temps dresser un portrait socio-économique du Québec à l'époque pour comprendre d'où c'est que ça vient le FLQ. D'où ça vient le FLQ? Le FLQ. D'où ça vient le folk? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Combien de points ça peut me donner au Scrabble? FLQ. Q, ça vaut J'avoue que le Q, ça vaut cher. Ouais, c'est ça, là. Le F aussi, me semble. Alors, le FLQ, c'est pas juste une histoire de Québec libre ou de libération ou de séparatisme, c'est surtout une histoire de frustration qui grandissait au sein de la population québécoise francophone depuis un bon 15 ans, si ce n'est bien longtemps avant ça. Et donc, on doit parler de Maurice Duplessis. Okay, Maurice Duplessis, c'est malheureusement. Maurice Duplessis, si vous le connaissez pas, il était tout un personnage. Il a été le premier ministre du Québec pendant 15 ans. Et on pourra sans doute lui consacrer un épisode à part entière à un moment donné, ne serait-ce qu'à cause des orphelins Duplessis. Ben oui. Qui va être un épisode vraiment très, très, très crève-cœur si on finit par le faire. Absolument. Là, c'est moins crève-cœur parce que ça va très vite, puis éventuellement, Maurice Duplessis meurt. Spoiler alert, c'est correct. Mais, en gros, ce qui est important de savoir, c'est que Maurice Duplessis, donc, il a dirigé le Québec avec une poigne de fer de 1944 à 1959 à la tête d'un parti de droite qui était nommé l'Union nationale. C'est une période qui est souvent qualifiée comme la grande noirceur du Québec parce que c'était comme une stagnation sociale et culturelle qui accompagnait la période Duplessis. On est donc en 1944, Duplessis prend le pouvoir, il est un fervent de ce qu'il appelle les 3 piliers du Vieux-Québec, soit les traditions ancestrales, la langue française et le catholicisme. Ouf, c'était le gros party dans ce temps-là, hein? Les chants Audrey. Lui, il aimait bien ça, en tout cas. Il est un conservateur pur et dur. Écoute, un peu plus, puis il met du sucre dans son café. Hey! On est wild! Et donc, il est un conservateur pur et dur et il souhaite maintenir le statu quo en faisant grandir l'économie du Québec, mais pas la société. À quoi ça sert d'agrandir la société, après tout? L'important, c'est l'économie. L'important, c'est l'argent des personnes riches. Exactement. Fait que, yarb les arts, l'important, c'est de pas empêcher la famille. Exactement. Pas empêcher la famille. Surtout, yarb l'évolution des mœurs. C'est pas ça qui nous intéresse. Non. C'est pas ça qui va nous aider à faire grandir l'économie de notre belle province dans le contexte de l'après-guerre. Okay? Non, c'est qui va préparer des wish si vous êtes occupé à voter, hein?
Maudite femme. Fait que là, pour maintenir la tradition d'un point de vue culturel et artistique, d'abord, lui, il va continuer à faire écrire les gens sur le terroir, tu sais, faire des belles peintures de paysages aussi. Maria Chapdelaine! Maria Chapdelaine! Puis il va encourager les gens à vivre à la campagne, bien sûr, parce que c'est traditionnel, et surtout à aller à la messe. Souvent. Toujours. Tout le temps à la messe. Comment tu penses qu'on peut checker le monde s'ils vont pas à la messe? Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait pas Facebook dans ce temps-là. Comment qu'on est supposé de s'updater sur nos vies? Ouais, à part se compter notre vie avant la messe. Mais là, c'est ça. Apparemment, cette histoire de grande noirceur, faut prendre ça avec un grain de sel. Tout n'allait pas si mal durant cette période, selon Darcy Jenish, qui semblait dire que Maurice Duplessis n'était pas si pire que ça, ce à quoi je réponds « Big if true, c'est de la grosse nouvelle si c'est vrai ». Moi, j'ai aussi le goût de dire « T'étais un anglophone, monsieur. Ouais. » Ben... Mais, OK, T'étais pas là dans ce temps-là, toi. J'ai comme c'était tout le monde était en campagne. C'était lit AF. C'est ça. Tu peux flatter des vaches. J'ai lu plusieurs autres sources, aussi des sources francophones, qui disaient que c'est vrai qu'il faut prendre ça avec un grain de sel parce que, ben, Maurice Duplessis, il avait pas juste du mauvais, il a fait vraiment grandir l'économie du Québec, puis il a participé à la relance économique de l'après-guerre. Okay. Fait que le monde était asservi à l'église puis malheureux, mais il y avait de l'argent dans les poches du gouvernement. Ah, ben écoute. Ben, je sais pas si c'est grain meilleur. Je sais pas. Écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. Donnez-nous votre opinion. Hey, c'est ça. C'est ma opinion. C'est ma opinion sur une période que j'ai pas vécue. Absolument. Et c'est une personne que j'ai pas connue et une époque que je n'ai pas vécue. Voilà. Donc, on dit souvent que le progrès est venu après Duplessis avec la période qu'on appelait la Révolution tranquille, mais c'est pas exactement vrai, parce que d'abord, pendant la Grande Noirceur, il va y avoir du progrès économique. Celui qu'on surnommait le chef, comme le chief de Magog. Le préfet. Le préfet. Le chef, il a beaucoup fait grandir l'économie du Québec en entretenant des bonnes relations avec le patronat québécois, qui était anglophone, et en allant chercher des investisseurs étrangers pour financer la relance économique de l'après-guerre. Ces investisseurs étant surtout des Américains et des Britanniques. Hello! Ben oui, Donc, il gros tout le party monde d'anglais. français, mais il chillait juste avec des Anglais. C'est ça. Ça veut dire que les industries se développent et qu'il y a plus de jobs, mais les patrons, c'est les anglophones, et les francophones sont relégués à des rôles subalternes. Les francophones vont dans les mines. Exactement! Les anglos sont les patrons d'usine, les francos sont les travailleurs et les mineurs. Nombreux sont les travailleurs francophones qui ne peuvent pas parler français sur leur milieu de travail, et ceux qui œuvrent dans des industries nouvelles, c'est les industries grandissantes de la relance et tout, apparemment ils sont bien payés selon Darcy Jenish, mais si je ne m'abuse, ceux qui travaillent dans les mines, eux autres, ils ont des situations de travail assez déplorables, hein? Wink wink, la mine d'asbestos. Oui, je peux te confirmer ça Bon. et on confirmera ça dans un épisode sur la grève d'asbestos que je vais préparer, mais il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Yeah! Ouais, ça va s'en venir un jour. Peut-être que tu vas faire Ça un s'en vient. marathon comme moi j'ai fait. Yes, sir. Ensuite, Duplessis est aussi associé à un certain progrès industriel parce qu'il a fait électrifier les régions rurales, encore dans un effort pour garder les mondes dans les campagnes. Là. Fait que, il a amené l'électricité jusqu'à là-bas. Yes, sir. Et la pas lumière pire. fut. Yeah! Puis là, garder les gens dans les campagnes et surtout C'était à littéralement l'église. lit. La campagne était lit. Fait que, garder les gens dans les campagnes, puis surtout dans les églises, c'est super important pour Duplessis parce que la société est en train de se séculariser. Fait qu'on est en train de sortir des églises et on est de moins en moins pieux et on va de moins en moins à la messe. Fait que là, pour contrer ça, Maurice Duplessis, il a aussi fondé de nombreuses écoles qui, bien sûr, étaient dirigées par des membres du clergé, surtout des écoles de campagne. Fait que, en tout cas, il a fait du bien, mais il a fait du pas bien, puis on va éduquer le peuple, mais pas n'importe comment. C'est ça. Ben là, s'il veut que les gens ils continuent d'aller à l'église, il y avait juste à mettre des machines à popcorn dans l'église. Ben ouais, me semble. Ils ont pas pensé à ça, là. Les distributeurs de Gatorade. On sait ce qu'ils aiment, les jeunes. Des machines à coke. Des sacs de Fait que- peanuts. Des machines à... des Non, c'est machines à interdit, ça, pinball. les allergies, Mégane, les Ouais, mais allergies. dans ce temps-là, les gens ils étaient pas faibles comme aujourd'hui. Ils mangeaient des Non, peanuts. ils Non, mangeaient la barre de peanuts. Il levait des vaches sur les épaules, là. Et là, tout à coup arrive 1959, et Duplessis, qui n'a que 69 ans et qui se dit fort comme un bœuf, meurt. Oh! Oh! Fait que là, les Spoiler élections, alert, les j'ai failli- élections arrivaient J'ai en failli 60. cracher mon café. C'était même pas un bout de drôle, ça, en tout cas. Les Le élections jeune et arrivaient fringant en Maurice 1960 Duplessis et meurt. Bon.
Il est très jeune et fringant, avec sa grosse moustache. Fait que les élections arrivent en 1960, tu sais, fait que l'Union nationale élit un nouveau chef, tu sais, pour représenter l'Union nationale pendant les futures élections, qui s'appelle Paul Sauvé. Mais Paul Sauvé meurt aussi en 1960. Fait que finalement, c'est le deuxième successeur de Maurice Duplessis, Antonio Barrette, qui va se retrouver à la tête du parti pour les élections. Là, Antonio Barrette. Son slogan à lui, c'est « Vers de nouveaux sommets ». Sauf que là, les Québécois sont tannés des sommets de Duplessis, puis de l'Église, puis du patronat anglophone. Fait que, les Québécois, ils avaient pas le goût de faire de l'alpinisme. Ça leur tentait pas. Après 15 ans, ils sont capables de deviner ce qu'il y a sur le sommet de la future montagne, puis ça les intéresse pas, tu sais. C'est une croix! Un autre croix, non! Électrifiée! À la place, ils vont se tourner vers un autre parti politique, les libéraux de Jean Lesage. Et leur slogan aux libéraux de Jean Lesage, voyez-vous, c'est le temps que ça change. Puis ils ont en masse raison. Ouais, il me semble que c'est tous les slogans ever depuis le début de comme la période libérale. J'ai le temps que ça change. C'est toujours le changement, puis... Ouais, dans ce temps-là, c'était vrai, puis ça a changé beaucoup. Fait que, partie 2, libérez-nous pas des libéraux. On était content de les avoir dans ce temps-là. Les libéraux nouvellement élus de Jean Lesage entreprennent de revigorer de fond en comble le Québec. D'abord, ils amorcent une sécularisation. Une sécularisation des écoles. C'est pas évident à prononcer, là. C'est pas évident de lire un texte. Bon, une sécularisation des écoles et passe une loi rendant l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans plutôt que le 14 ans précédemment en vigueur sous Duplessis. Et ensuite, un jeune ministre ben ambitieux va entreprendre, tabarnak, j'ai de la misère, de nationaliser le réseau d'hydroélectricité qui a été instauré sous Duplessis à travers une campagne de sensibilisation aux bienfaits de la nationalisation des ressources. Ce ministre dont le nom va revenir plus tard dans l'histoire avec un grand H, mais aussi dans notre histoire à nous, là, c'est René Lévesque! Oh, Tipouel! Tipouel! Yes! Fait que c'est Tipouel, il était avec les libéraux de Jean Lesage au début. Ah! Et là, le gouvernement de Lesage va aussi revigorer la question de l'identité nationaliste, parce que sous Duplessis, le nationalisme québécois s'était axé sur la préservation de la langue française et des valeurs traditionnelles, comme l'Église. C'était des valeurs qui, selon lui, pouvaient rallier les jeunes et les vieux. Mais là, sous Lesage, le nationalisme devient aussi lié à la question économique et politique. Comment on peut arrêter la domination anglophone sur les Canadiens français? C'est ça qui les préoccupe. Le peuple québécois... Que Duplessis avait encouragé avec toutes ses affaires d'économie, là. Absolument, mais Darcy Jenish, je serais pas d'accord avec toi, mais oui, exactement. Ouais, ben, c'est sa opinion. C'est ça, c'est ma opinion. C'est ta opinion, puis la opinion à Darcy Jenish. Fait que là, le peuple québécois désire avoir le contrôle de ses affaires collectives, avec raison, et les gens sont indignés, mon Dieu, j'ai de la misère, Ils sont pas encore syndiqués. Sont pas encore syndiqués, mais ça s'en vient, mais sont indignés et non syndiqués par les inégalités socio-économiques entre les francophones et les anglophones. OK, partie 3. Rien, que désirez-vous, boum, 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 des bombes d'en face. Mais là... Beding, bedang. C'est là que les bombes commencent. Là. Fait que là, selon certains, les réformes... De plus en plus de bombes. Fait que là, selon certains, les réformes des libéraux ne vont pas assez loin. C'est dans ce contexte que naît un premier parti politique nationaliste et séparatiste qui se crée autour de ces questions-là, l'identité nationale, la francophonie, mais aussi la politique et l'économie. Il s'agit du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Le RIN est fondé par Pierre Bourgault, qui est un souverainiste de gauche. Bon. Et le RIN va éventuellement, en 1968, tenter de s'unir avec d'autres partis souverainistes pour fonder le PQ, mais finalement va être exclu des négociations. Et donc, il va se dissoudre et ses membres vont intégrer le PQ de manière indépendante. Mais on n'est pas encore rendu là. Là, c'est juste le début du RIN. Ah. Ouais. Premier balbutiement. Alors, c'est les premiers balbutiements. Malgré la popularité initiale du gouvernement Lesage, après 2 ans, ça commence à brasser, même dans le cabinet du premier ministre. Et celui-ci dirige un parti qui est divisé, parce que d'un côté, on a ceux qui trouvent que les choses bougent trop vite. Il paraît que les 100 premiers jours de l'administration Lesage, ça a été vraiment bouleversant, là, puis il a passé plein de lois, puis plein de décrets. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui trouvent que ça bouge pas assez, justement. Fait que c'est vraiment un gouvernement divisé. Il y a une frustration grandissante à même le parti, mais aussi dans la population. Et... même si le RIN est considéré à l'époque comme un mouvement politique marginal, il va bientôt être succédé par un autre mouvement qui est encore plus Kit-Kat dans le shake and bake, et comme dirait Jocelyne dans Radio Enfer. J'ai nommé
Le FLQ. Mais là, avant que le FLQ soit officiellement fondé, là, il y a une autre chose importante qui va se passer, en plus de la frustration par rapport au gouvernement Lesage. En novembre 1962, le comité de chemin de fer de la Chambre des communes présente son rapport annuel au député du Crédit social. Et là, le député du Crédit social, il dénote que il y a un président dans la compagnie, 17 vice-présidents et 10 directeurs, mais qu'il n'y a aucun francophone là-dedans. 17 vice-présidents! Et 10 directeurs! Mais ça fait beaucoup de monde, en général. Donc, il dénote ça au président du comité des chemins de fer, et le président, Donald Gordon, va répondre en anglais « As far as I'm concerned, and as long as I'm president, promotions are not to be made because the person is French-Canadian. » Donc, quant à moi, tant que je serai président, les promotions ne seront pas données parce que les gens sont des Canadiens français. Et ensuite, il a rajouté And this is my back and please get off from it. Yes, il a rajouté ça, mais les gens n'ont pas débarqué sur son dos. Et le RN a organisé subito presto une manifestation à la place du Ville à Québec. Pendant la manifestation, ils ont brûlé des drapeaux avec l'insigne rouge. L'insigne rouge étant l'ancien drapeau canadien non officiel avec l'emblème du Canada, mais aussi le Union Jack dessus. C'est comme le drapeau anglophone. Ouais. Ils brûlaient des insignes rouges et ils ont aussi pendu des marionnettes à l'effigie de Donald Gordon, le président du comité des chemins de fer. Dang, ça niaisait pas, les manifs, dans le temps? Non, ça niaisait pas. Fait que là, sur ce fond de troubles, naît le FLQ. Le FLQ. FLQ. OK, fait que là, qu'est-ce que c'est ça, un animal le aquatique FLQ? nocturne. Le FLQ est un animal aquatique nocturne, bravo. 5 points à Mégane. Le FLQ, le Front de libération du Québec, était un collectif utilisé par plusieurs réseaux clandestins et cellules autonomes de militants et militantes qui se battaient pour prôner et éventuellement réaliser l'indépendance du Québec. Pour le FLQ, là, faut que j'explique ça parce que j'ai lu ça dans le livre, j'étais comme « Wow, c'est un peu daté comme concept », mais pour le FLQ, les Québécois étaient non pas les colonisateurs, mais les colonisés, parce qu'ils étaient colonisés par les anglophones, qui les gardaient dans une position d'asservissement économique, social et linguistique. Là, aujourd'hui, le discours autour de la colonisation est vraiment ailleurs, là, fait que je pensais que c'était important de rappeler que c'était pour ça que le FLQ faisait ça. Les autres, ils considéraient qu'ils étaient les colonisés, puis qu'ils avaient rien à se reprocher. On parlait pas du tout de la condition autochtone. Question de contexte. Contexte. Les membres du FLQ avaient pris ce concept-là dans un livre de Frantz Fanon. Et ils considéraient que le processus de décolonisation était toujours inévitablement un processus violent et un processus qui devait avoir lieu au Québec pour libérer les francophones du joug des anglophones. Et ils étaient aussi inspirés par différents mouvements de décolonisation qui ont marqué le début des années 60, entre autres en Afrique, et par toutes les révolutions socialistes et communistes de l'Amérique latine. Non, mais s'il avait continué un peu longtemps, là, le gouvernement américain serait débarqué au Québec pour faire un coup de comme il faisait en Amérique du Sud. C'est possible. Les Américains seraient venus s'en mêler, ils auraient pris toutes nos bananes. Mais non, les Américains n'ont pas eu besoin de faire ça parce qu'on avait Pierre-Éliott Trudeau. Non, c'est ça. Il n'y avait pas besoin d'intervenir. On va en reparler de... Pet était là. Ouais. Tipette, il va s'en occuper en tabarnouche là, dans la deuxième et la troisième partie de mon histoire, je vous avertis. Donc, finalement, le FLQ avait comme objectif, on l'a compris, de débarrasser le Québec de la domination anglophone, mais aussi du capitalisme. Donc, c'était des anarchistes, communistes, socialistes, qui étaient anti-patronat, anti-anglophone. Anti-tout. Le FLQ ne sortait pas de nulle part. Il est apparu parce que le RN existait déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont partis du RN, qui étaient frustrés par les méthodes du RN, sont allés joindre le FLQ. Mais ils sont aussi apparus parce qu'il y avait d'autres groupuscules de libération du Québec à ce moment-là, comme le Comité de libération nationale, qui était un groupe qui encourageait la violence pour atteindre des buts politiques, bien sûr, et aussi un truc qui s'appelait le Réseau de résistance, qui lui prônait la protestation par le vandalisme. Fait que tout ça, c'est des inspirations de ce qui va devenir le FLQ après. C'est toute une recette. Oui, quand même, hein? Fait que violence et vandalisme. Il va en avoir bien en masse dans cet épisode, inquiétez-vous pas. 2 mots en V. Là, violence et vandalisme. 2 mots en vandalisme. C'est la violence contre les machines, comme le groupe. C'est Rage Against the Machine. Yeah. Oui! La rage contre la machine. Qui n'est pas un lave-vaisselle. Aussi, il faut se rappeler que justement, le FLQ a vu le jour parce qu'il y avait un mécontentement dans la population générale. Et le FLQ espérait que ses efforts allaient rallier les Québécois et Québécoises. Il est intéressant aussi de préciser qu'il y avait
de la dissension au sein même du FLQ parce que le FLQ était composé de plusieurs groupuscules qui étaient autonomes et indépendants. Souvent, il n'y avait pas de contact entre les cellules et les réseaux du FLQ. Fait que c'était comme plusieurs personnes qui se ralliaient autour de mêmes idées, mais qui agissaient de manière indépendante. Fait que là, des fois, ils se désavouaient, puis ils se niaient les uns les autres, puis on peut pas vraiment toutes les mettre dans le même panier, mais là, pour des fins de concision, on va le faire, puis on va juste appeler ça le FLQ. Fait que là, pour finir la petite définition, le FLQ, c'était surtout un groupe qui utilisait de la violence pour faire passer des messages. Cela dit, l'objectif du FLQ, c'était pas de faire des victimes ou de tuer, mais bien de s'attaquer à des choses qui symbolisaient ce qu'ils détestaient des Canadiens. Par exemple, les monuments élevés à la mémoire des anglophones, et les institutions qui, selon le FLQ, étaient anti-françaises, comme l'armée, le CN et la gendarmerie royale. Voilà. Le CN, la compagnie de train? Ouais, le CN, la compagnie de train. Ah. Parce que c'est là où il y avait tous les 17 vice-présidents, puis 10 présidents, oui. Je sais plus. Fait que là, prochaine partie, j'ai arrêté de les compter, j'ai oublié que j'avais des chiffres. Les premières bombes. Parce qu'on est rendu à 4. Ouais, on est rendu à 4. Ouais, en fait 4, c'était la définition du FLQ, on est rendu à 5, là. En tout cas, éventuellement, j'oublie les numéros, fait qu'on va les oublier tout de suite. 4.1. Le FLQ est fondé... 1.1.1.1.1.3. Le FLQ est fondé officiellement en 1963 par 2 Québécois, Raymond Villeneuve et Gabriel Hudon, et un Belge, Georges Scheuters. Oh, c'est un beau nom! Oh! Raymond Villeneuve a 19 ans. Il étudie au Collège Saint-Stanislas et il est un étudiant très prometteur, mais là, il a échoué son examen final de chimie, fait que là, il prend une année sabbatique, I guess, puis il travaille à temps plein dans une boulangerie et il goûte à la vie de la classe travaillante. Il devient membre du RIN et il rencontre Gabriel Hudon. Gabriel Hudon, lui, a 21 ans. Il a quitté l'école en 11e année, il n'a pas fini son secondaire, et il étudie pour être technicien en dessin. Hudon et Villeneuve sont vite désillusionnés du RIN, qu'il ne considère pas assez radical dans ses manières de viser l'indépendance du Québec. Puis là, tout à coup, il rencontre Georges Scheuters, qui est un Belge, qui est un expatrié, bien sûr, qui est inspiré par Fidel Castro et la révolution cubaine, et c'est tout ce que ça va prendre pour que les trois forment leur propre cellule séparatiste et commencent à construire des bombes. Oh mon Dieu! On fabrique des bombes. J'ai juste une image de comme 3 petits jeunes de 19-20 ans qui Georges prennent Scheuters, une il était bière. plus vieux, par exemple. Ouais, Georges c'est ça, Scheuters, puis il il y en avait a genre un- dans la trentaine. Ouais. Oh mon Dieu! Ok, ben c'est Georges Scheuters là, qui est comme ah, mais là, on devrait construire des bombes, là, vous avez clairement trop de problèmes. Puis là, les deux autres ont fait comme ouais, on devrait faire ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé, là. Ouais, c'est une bonne idée! Ma voix est pas encore muée! J'ai pas encore mué! Mais je veux un pays! Je sors à peine de ma puberté, mais je veux un pays. Ben oui, c'est important d'avoir un pays, bien plus C'est qu'une puberté. jeune, C'est 19 important ans, d'avoir là. un pays Ah, pour devenir oui. un homme. C'est trop jeune, 19 ans. Sois un homme. On dirait que dans ma tête, les Raymond peuvent pas avoir moins de 57 ans. Dans ce temps-là. Mais il y avait 19 ans en 63. Ouais, c'est ça. Fait Les qu'il était né Raymond en avaient- 44. Les c'est Raymond ça. avaient 19 ans dans ce temps-là. C'est un boomer, c'est tous des boomers. OK, fait que là, est-ce que vous savez comment ils faisaient pour construire des bombes? Non, mais je sens Je vais qu'on va pas le tout vous savoir. décrire, là. Ils construisaient des bombes avec des mécanismes de montre économiques. Oh. Et aussi en attachant ensemble de la dynamite qui était volée sur les chantiers de construction du nouveau métro de Montréal. Parce qu'il y avait besoin de beaucoup de dynamité pour faire les tunnels. Ah! Et Oh my les God! chantiers, des grosses bombes, mon étaient Dieu. apparemment très mal surveillés. Et c'était vraiment facile de sneak in par-dessus la clôture puis aller voler de la dynamite. J'espère qu'ils ont changé leur façon de faire. C'était juste, Oui. c'était juste la dynamite, il y avait rien, à part le truc de montre, il y avait rien d'autre. Pour l'instant, c'est juste de la dynamite. Ok. Parce que j'ai regardé le documentaire sur le Unabomber, puis il passe beaucoup de temps à expliquer comment il faisait ses bombes, mais c'était Trop complètement de temps. rafistolé, là. Non, c'est ça. Pour l'instant, c'était de la dynamite, des fils, le contact, un timer qui était... Des fois, il y avait des timers de cuisine qu'ils utilisaient. Oh, Ouais, les des petites cocottes minutes, les là. petits cocos, Des là, cocottes schlick, minutes, oui, plouc, plouc, c'est plouc. ça. Fait que c'était des instruments comme ça très, très, très de base, là, qu'eux autres assemblaient ensemble, parce qu'on s'en rappelle que Raymond Villeneuve, il avait échoué son examen de chimie, mais tu sais, c'est quand même des gars qui ont des connaissances, là, puis c'est ça. Fait qu'ils ont commencé à construire des bombes dans la cuisine de Gabriel Hudon. C'est souvent Gabriel Hudon lui-même, le petit kid de 21 ans, qui construisait les bombes. Parce qu'apparemment, c'est pas sorcier de construire des bombes, parce qu'ils en construisaient en tabarnouche, eux autres. S'il vous plaît, ne construisez pas de bombes chez vous, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Ça, puis Fait que là- partir un club de moto en Nouvelle-Écosse.
Hey! Ça, on vous le recommande pas. Écoutez notre épisode sur le Canada, puis vous allez tout apprendre à propos de ça. Fait que là, le 7 mars 1963, le FLQ fait exploser ses premières bombes. C'est des bombes incendiaires qui sont lancées contre les façades de casernes militaires à Montréal. Oh! Il y a le Royal 22, qui est le Ventoux, comme ça qu'ils appellent ça. Le Royal 22nd Regiment, qui appelle le Ventoux. Je trouvais ça bien le fun. Ça, c'est Ventoux, c'est des anglophones. En tout cas, le Victoria... Juste pour que je trouve ça drôle. Le Victoria... C'est correct. Aussi le Victoria Rifles et le Royal Montreal Regiment. C'est tous des anglophones puis des militaires, tu sais. Bon. Les bombes incendiaires, c'est des cocktails Molotov. Ils sont encore en train de travailler sur les prototypes de bombes. Et les attaques semblent très amateurs, mais ça n'empêche pas le FLQ de diffuser le lendemain un communiqué pour revendiquer les attaques. Puis dans le communiqué, le FLQ se nomme, tu sais, on est un groupe armé, on est le FLQ, et disent qu'ils veulent l'indépendance du Québec et que, je cite, « L'indépendance du Québec n'est possible que par la révolution sociale! » Là, pour eux, la révolution sociale, ça passe par les bombes. Ensuite... Ça va plus vite si tu passes par là. Ouais, ça passe plus vite si tu fais peur au gouvernement. Ouais. Le 1er avril 1963, les 3 premières vraies bombes explosent. Une première à l'édifice de l'impôt fédéral, une à la gare centrale de Montréal et une sur une voie ferrée appartenant au CN sur laquelle allait bientôt passer un train portant le premier ministre John Diefenbaker. Pas John Diefenbaker! Oui! Mes voisins sont en train de tomber dans les marches ou de faire exploser des bombes, on sait pas. En apprenant la nouvelle de l'attentat sur la voie ferrée, John Diefenbaker, il déclare « Is this Ireland? » Bien sûr, il fait référence au IRA, le Irish Republican Army. Ben, L'Irlande est comme OMG. Oui, c'est un peu comme la même affaire. C'est un petit peu comme la même affaire. Fait que le IRA, c'est ça, les autres, ils employaient des méthodes comme ça pour faire passer leur message pro-libération de l'Irlande du joug anglais. Car bomb! Mais il n'y a pas de car bomb. Comme la tune des Cranberries. Comme la tune des Cranberries. Zombies. Allez écouter ça, vous allez... Si vous connaissez pas ça, allez écouter ça. Je sais pas pourquoi vous connaissez ça explique exactement tout ce que c'est le RRA. Si vous connaissez pas ça, vous avez jamais été dans une auto dans laquelle il y avait 977. Non, c'est vrai. Écoutez Chaume, ça va passer à un moment donné. Fait que là, le 6 avril 1963, soit 2 jours avant l'élection fédérale, une bombe est découverte au pied d'une tour de communication au sommet du Mont-Royal. Elle est repérée par un passant et désamorcée par la police. Puis là, la police commence à être pas mal écœurée là, de toutes ces alertes à la bombe parce que à l'époque, là, au service de police de Montréal, il n'y avait pas d'escouade antiterroriste ou d'escouade anti-bombe. Ça n'existait pas. Il n'y avait jamais eu d'attaque à la bombe à Montréal. Là, mais non, tout le monde allait à la messe, ils faisaient pas des bombes. Ils faisaient pas des bombes. Fait que là, le service de police de Montréal s'associe avec la Sûreté du Québec pour fonder une escouade tactique antiterroriste et anti-bombe et briser le FLQ. Yeah! Fait que là, l'escouade tactique est menée par Léo Plouffe, un sergent détective qui a un beau nom, et qui était, à l'époque, le seul spécialiste de démantèlement de bombes employé par le service de police de Montréal. Mais là, il pouvait plus fournir, tu sais. Fait que là, il a fondé sa propre escouade, puis recruté des sergents dans divers services de police, dont un sympathique sergent qui s'appelait Robert Côté. Il va revenir plus tard, il est bien important. Et il les a envoyés se faire former sur une base militaire à Sainte-Thérèse, puis ensuite, ils ont fondé leur escouade. Mais là, Léo Plouffe... Oui. Léo Plouffe, s'il était un expert en bombes, il aurait dû s'appeler Léo Boom. Léo Pouf. Léo Pouf. Léo Pouf. Je peux essayer d'appeler comme ça si ça vous fait plaisir. C'est parce qu'il s'appelle Léo Plouffe, parce que pour lui, désamorcer une bombe, c'est juste la picher dans le fleuve. Les belugas sont comme « Ah! Dansez-vous! C'est ça! » Oh, comme dans le film de le Batman de Movie, là, puis il passe comme 10 minutes à essayer de se débarrasser d'une bombe. Oh non! Fait que Léo Pouf, il faut quand même mentionner ses accomplissements parce qu'il était un vrai pionnier des méthodes forensiques à Montréal. Lui, en 1952, il avait réussi à convaincre la police d'avoir un laboratoire mobile pour pouvoir se déplacer sur les scènes de crime puis récupérer des indices, puis des empreintes digitales, puis des preuves balistiques et tout. C'est lui qui a convaincu la police de Montréal d'avoir ça. Il était très cool, il était très avant-gardiste, il était très éduqué, puis il connaissait énormément de choses sur le démantèlement de bombes. C'était tout un policier Léo Plouffe. Pas mal cool, ça. Fait que là, en tout cas, il fonde son escouade et au printemps 1963, fait que là, on était au mois d'avril, là, fait que en même temps que tout ça est en train de se passer, là, l'escouade devient opérationnelle et le 12 avril, elle fait des premières saisies et perquisitions dans une douzaine de résidences. Les résidences de personnes qui sont des dissidents et des extrémistes notoires, tu sais, sont allés un petit peu au hasard, tu sais. D'autres, on sait que c'est des dissidents, tu sais. Puis ils réussissent à saisir quand même une grenade, un revolver et des machines à écrire,
en espérant être capable de faire des liens entre les caractères de la machine à écrire et les lettres qui ont été envoyées par le FLQ et les communiqués. Mais ils ne réussissent pas à procéder à des arrestations. Malgré ça et le fait qu'ils ont questionné une quinzaine de jeunes hommes. Fait que, on sait que le FLQ existe, on a une escouade pour s'occuper de ça, mais on sait pas c'est qui exactement. Et puis là, le 20 avril, le FLQ, le Folk, frappe encore. Une bombe est mise dans une boîte aux lettres devant le centre de recrutement des Forces armées canadiennes sur la rue Sherbrooke-Ouest. Livraison spéciale! Livraison spéciale, la mort. Parce que cette fois-ci, il y a une première victime. Un gardien de sécurité, Wilfrid O'Neill, est tué par l'explosion. Oh non! Ouais. La bombe a été placée là, apparemment, parce que la cellule du FLQ voulait faire sauter une statue de Johnny McDonald, mais quand ils sont allés porter la bombe à la place, tu sais, d'habitude, ça explosait la nuit. Bon. Il y avait encore des gens près de la statue, puis ils voulaient pas faire de victimes, fait qu'à la place, ils ont changé d'endroit pour aller mettre la bombe. Ils sont allés le mettre dans la boîte postale devant le centre, puis malheureusement, le gardien de sécurité faisait ses rondes, puis ça a explosé. Bon. Le gros problème... John A. McDonald? Ouais. J'ai juste entendu Johnny McDonald. Je pensais que t'étais juste très friendly avec lui. Tu sais, là, c'est Johnny McDonald, là. Oui, je suis très friendly avec les pères de la Confédération. Yes! C'est pas un des pères de la Confédération, lui? Ça va faire partie de notre épisode de correction, si c'est pas le cas. Mais on prend des notes. Envoyez-nous pas des lettres d'insultes. On va corriger. On n'a pas besoin de savoir des choses, on improvise. Donc là, le hic, tu sais, le gros hic, c'est que si le FLQ voulait s'attaquer aux anglophones et au patronat, ben là, ils viennent manquer leur coup big time, là, parce que Wilfrid O'Neill, il a beau avoir un patronyme irlandais, et c'est un natif de Gaspé. Lui, c'est un petit gars d'ici qui était plus un francophone qu'un anglophone, et qui était juste le concierge, c'était pas un patron. Il était à quelques mois de prendre sa retraite. C'était un bon monsieur qui a perdu sa vie trop vite. Ouais, c'est ça. À partir de la mort de Wilfrid O'Neill, les journaux et présidents de différents partis politiques et rassemblements d'indépendance décrient les actions du FLQ. Ils veulent se distancier de ça. Surtout le RN, tu sais, parce que la police pointe discrètement du doigt, là, parce que c'est le plus gros groupe pro-indépendance du Québec, là. On dit, vous avez sûrement quelque chose à voir là-dedans, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Les attaques continuent sur les différentes bases militaires à Montréal. Yeah! Au début mai. Je savais même pas qu'il y avait autant de bases militaires à Montréal dans ce temps-là. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas des bases, dans ce cas-ci, c'est des casernes puis des manèges. Mais là, j'ai eu de la misère à trouver les définitions de ça puis savoir c'est quoi qu'il y avait. C'est quelle nomenclature allait avec quel endroit. Mais il y en a plusieurs à Montréal, surtout dans l'ouest. Moi, je suis dans l'ouest de la ville. Il y en a beaucoup dans mon coin, près de Westmount, surtout. Fait que les attaques continuent, mais toutes les attaques ne font que du dommage matériel. Tant mieux. C'est ça. Fait que, ils font exploser des façades, ils font exploser des boîtes aux lettres, puis ils font peur au monde, mais il n'y a pas de victimes. Et là, le 7 mai... C'est ça leur but, ils voulaient pas tuer personne. C'est ça leur but, c'est une campagne de terreur. C'est littéralement, par définition, des terroristes, le FLQ. C'est une campagne de terreur qui vise le patronat anglophone puis le gouvernement. Le 7 mai, la Ville de Montréal est rendue tannée, là, puis là, elle offre une récompense de 10 000 $ en l'échange d'informations à propos des membres du FLQ. Parce que si le FLQ revendique la responsabilité des explosions puis des attaques depuis le début, là, avec des communiqués de presse et tout, la police est encore très loin de savoir qui est responsable de ces attaques-là. Et là, tout à coup arrive le Westmount Black Friday. Avec plein de TV réduites! Yeah! On va aller au des gros rabais sur les TV! Yeah! C'est les gros rabais sur les bombes qui t'explosent en face, en fait. Le 17 mai au petit matin, à genre 3h du matin, une première bombe explose dans une boîte aux lettres dans le Lower Westmount, parce qu'apparemment, il y a le Upper Westmount et le Lower Westmount, au coin Lewis et Sainte-Catherine. Et là, toute la police de Westmount est convoquée dans un quartier général improvisé et est ensuite envoyée pour arpenter les rues de Westmount, puis regarder dans les 85 boîtes de poste, voir s'il y a des bombes. C'est stressant comme job, là! Ouais. Donc là, ils les envoient là, puis là, quand ils trouvent une bombe, il faut qu'ils appellent une escouade du Royal Canadian Engineers, qui est une branche de l'armée qui est spécialisée en désamorçage de bombes. Fait que là, quand tu trouves une bombe, tu fais puis ils appellent au quartier général, puis il y a quelqu'un qui s'en vient pour la désamorcer. Et là, l'un des hommes de la Royal Canadian Engineers, c'est le sergent-major Walter Lidja. Walter Lidja, c'est un Polonais, un immigrant polonais, qui est un spécialiste de désamorçage de bombes. Et là, il en désamorce une première, une deuxième, et il commence à en désamorcer une troisième au coin Westmount et Lansdowne quand la bombe lui explose entre les mains. Oh non! Lidja ne meurt pas, mais il va traîner les séquelles de la bombe pour le reste de sa vie. Il va rester dans le coma pendant 3 semaines
et il va rester paralysé du côté droit et devenir sourd et aveugle. Oh. Il décède dans un hôpital de vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue en 1992. Ça, c'est la deuxième victime du FLQ, même si elle n'est pas morte directement là. À partir de ce moment-là, c'est la panique totale à Montréal. Les gens appellent la police chaque jour pour reporter des bombes ou faire des fausses menaces à la bombe. C'est pour créer plus de chaos, là. Et la récompense offerte par la ville ne mène à rien. Alors, le 19 mai, le gouvernement du Québec est vraiment tanné, là, puis il décide eux autres aussi d'offrir une récompense de 50 000 $ cette fois-là à quiconque va fournir des renseignements menant à l'arrestation des membres du FLQ. Là, la ville de Montréal a l'air cheap un peu, fait qu'elle augmente sa propre récompense à 60 000. Bon. Mais là, y a-t-il quelqu'un qui avait appelé en disant que au secours, je pense qu'il y a une bombe dans ma discothèque, puis là, la police, elle a répondu, les nerfs, on voudrait pas de panic at the disco. Oh! Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Non, il n'y a personne qui avait fait ça, malheureusement. Quoique ça aurait été tellement bien placé. Oui, donc on a panic at the disco. Ah! Ben, non, ils font pas ça. Mais là, cette fois-ci, les récompenses de 50 000 puis 60 000, là, c'est beaucoup de bidou, là. Ça porte fruit. Et la police reçoit des renseignements et le 16 juin 1963, 18 membres du FLQ sont arrêtés et accusés. Pendant les procédures préliminaires, la plupart des membres du FLQ appréhendés par la police refusent de collaborer au nom de leurs idéaux. Je veux pas snitch. Oui, mais c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas snitch, c'est qu'ils disent qu'ils reconnaissent pas l'autorité du gouvernement. Ah, comme les sovereign citizens. Ouais. C'est comme des sovereign citizens, puis aussi ils disent qu'ils veulent être déclarés des prisonniers politiques et non pas des criminels responsables de complot, tu sais. Puis à cause de ça, bien sûr, la couronne est comme « Non ». Fait que là, ils veulent pas collaborer. Bon. Ils refusent de parler, ils sont accusés de complot, libérés sous promesse de comparaître. Il y en a un qui essaie de sauver à Cuba pour recevoir le statut de réfugié politique, mais il se fait virer de bord. Non, va-t'en. Oh non! Non, c'est pas ça que ça prend. Non. T'es pas dans notre équipe. Pas de Cuba libre pour toi. Oh, pas de Cuba libre pour lui. No. En tout cas, une enquête préliminaire commence devant le coroner Marcel Trahan. Et à travers les interrogatoires, parce qu'il y en a quelques-uns qui acceptent de parler, on en apprend finalement un petit peu plus sur les méthodes du FLQ. Et on apprend entre autres que c'est Gabriel Hudon qui a assemblé dans sa cuisine la bombe artisanale qui a tué Wilfrid O'Neill. Au terme de l'enquête préliminaire, il y avait un jury de 5 personnes. Le jury délibère pendant 35 minutes et déclare que tous les accusés, soit 21 individus, sont criminellement responsables de la mort de Wilfrid O'Neill. Fait qu'on va procéder vers un procès aux criminels pour homicide involontaire pour les 21 personnes. Mais là... Oh my God! Ouais, les gens trouvent que c'est un petit peu intense. Puis le jugement fait peu avancer les choses parce que, il y a 9 avocats de la défense qui représentent cette gang-là. Ils déposent des injonctions pour faire ralentir les procédures. Puis l'opinion populaire commence à changer. Il y a une pétition qui paraît dans les journaux et qui est signée par 84 écrivains, comédiens, peintres, acteurs et réalisateurs pour décrier ce jugement-là et les méthodes odieuses de la police. Fait qu'il disait que... Ouais. On fait des comment t'appelles ça? Pas des flash-forward, mais des hits vers la crise d'octobre elle-même, rendu là. Oui, ouais. Mais j'imagine que le procès, comme cette sentence-là, pas le procès lui-même, là, mais juste de... Voyons, j'ai pas de mots, là. Mais juste de comme... Je tellement de fois dans mon speech, là. Ouais, c'est ça. Non, mais juste de faire ça, dans le fond, le but, c'est de créer un précédent, là, pour pas que ça recommence, là, j'imagine, là, je présume. Comme oui, c'est exactement ça. Une sentence exemplaire. Essayez pas d'être des terroristes, on va vous punir. Mais j'ai une question aussi, mais je sais pas si t'as la réponse. Le jury, j'imagine, c'était-tu des francophones et des anglophones ou juste des anglophones? Je sais pas, je sais que c'est juste des hommes. Oui. Mais il y avait juste 5 personnes. C'est juste le jury de l'enquête préliminaire là, pour savoir s'il peut y avoir des accusations portées contre eux. Pour le procès, on va en reparler, c'est plus simple que ça. D'accord. Donc c'est ça, il faut se rappeler aussi que, comme je l'ai déjà dit, les gars qui ont été arrêtés, là, parce que c'était tous des gars, il y avait la plupart c'était des gars, ils ont aussi arrêté la femme de George Schurters, qui a accepté de parler à la police, puis qui a même parlé aux journaux, là. Il y a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé là, que moi j'ai tiré d'une entrevue avec Jeanne Schurters, la femme de George. Fait que, ils sont tous très jeunes, là, ce monde-là, là. Okay? C'est tous des kids, qui sont pas des gros criminels de carrière, là. Fait que, ils sont pas nécessairement dangereux. Je sais que c'est une grosse information à faire, là, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles... C'est pas Richard Blass. Non, c'est ça.
c'est ça, je sais que c'est une grosse affirmation à faire, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'opinion a comme shifté dans leur sens, parce que c'est tous des kids, là. C'est tous des kids, la plupart viennent de bonnes familles, sont éduqués, tu sais, ils se sont laissés emporter dans ce game-là. Bon. Les accusés, les 21, sont de retour en cours 48 heures après la fin de l'enquête préliminaire pour d'autres accusations. Des accusations pour vol, par exemple, puis meurtre et tout, parce qu'au début, c'est pour complot, tu sais, puis la responsabilité dans la mort de Wilfred O'Neill. Mais là, ils sont rendus juste 17 parce que les accusations portées contre 4 des accusés ont été retirées. Et cette fois-ci, ils sont accusés justement de différentes charges. Et quand ils sont remis en liberté conditionnelle, encore une fois, il y en a certains qui vont fuir. Et à travers tout ça, il y en a finalement seulement 11 qui vont être accusés formellement. On dirait un problème de maths. Ouais, je sais, on a... Fait que si t'as 21 membres du FLQ, puis là, il y en a 12 qui s'en vont à Cuba, puis il y en a 4 qui sauvent à Cuba, puis 3 aux sous-sol. États-Unis, puis c'est ça. À travers tout ça, il y en a 11 finalement qui vont être accusés vraiment formellement, et les 11 vont plaider coupables en échange d'accusations et de sentences réduites, qu'il n'y aura pas de procès devant le jury. 4 membres du FLQ, Gabriel Hudon, Raymond Villeneuve, Jacques Giroux et Yves Labonté, 2 autres doutes qu'on reverra plus jamais, sont accusés formellement, plaident coupables à l'homicide involontaire de Wilfred O'Neill, en l'échange de sentences réduites, et ils vont écoper de peine de prison de 12 ans pour les 2 premiers, pour les 2 fondateurs du FLQ, puis 10 ans pour les derniers. Fait que ça met fin à la première vague du FLQ. Ça l'a pas mal dissous, les autres sont partis, tu sais, undercover, puis là, ils sont partis underground, pardon, ils se sont sauvés. Undercover. Ils sont rentrés dans la police. Ils sont allés infiltrer la police. Non, mais c'est ça met fin à la première vague, là, c'est le mouvement, la petite cellule est dissoute, et le bilan, il y a plein de choses qui ont explosé, il y a une personne qui est morte, puis une autre personne qui est blessée pour toujours, puis ça nous amène à la deuxième vague du FLQ. Il y en a 6, attachez-vous, là. On fait pas les 6 aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. On fait la vague! On fait la vague! Suite aux premières arrestations, de nouvelles cellules et de nouveaux réseaux sont en train de se créer. Parce que les premiers sont morts, mais ça veut pas dire qu'on peut pas continuer. Puis là, il y a des cellules qui se créent pour approvisionner le groupe du FLQ en armement et en argent. D'abord, l'Armée de libération du Québec, l'ALQ, qui est fondée par le petit frère de Gabriel Hudon, qui, je pense bien, s'appelle Robert. C'était pas très clair, en tout cas. Fait que Monsieur Hudon Junior, le frère de l'autre, le 30 janvier, commet un vol. L'ALQ, le 30 janvier, fait un vol impressionnant au manège du régiment des fusiliers Mont-Royal. Sur la rue. Ils ont volé des chevals. Ils ont allé voler des guns. Ils vont voler un butin qui équivaut à environ 20 000 $ de marchandises. C'est composé de mitraillettes, de mortiers, de lance-roquettes, de grenades, de pistolets et d'ammunition, mais aussi d'équipements divers comme des walkie-talkies, des téléphones portatifs, du fil électrique, une polycopieuse qui est l'ancêtre de la photocopieuse, et des couvertures. Je pense que je suis encore stickée sur le lance-roquette. Un lance-roquette? Ils vont pas l'utiliser. Ils allaient jouer à Grand Theft Auto, eux autres, là. C'est ça, juste au cas où t'en as besoin. On sait jamais quand t'as besoin de ça, un lance-roquette. Oh my non, God. ça arrive plus vite que ce que tu penses. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que là, suite à ce content de l'avoir quand tu l'as. Suite à ce vol impressionnant, qui était bien impressionnant, là, ils sont rentrés, il y avait juste des gardiens, tu sais, bien sûr c'était la nuit, ils sont rentrés, ils ont comme réussi à ligoter les gardiens, ils leur ont dit on n'est pas là pour vous faire du mal, on veut juste l'armement. Ils étaient super bien organisés. Après ça, quand les gardiens racontaient ça à la police, c'était comme ça a l'air d'un groupe militaire, là, tu sais, ils étaient vraiment très très efficaces, là, puis c'était bien impressionnant. Puis... Honnêtement, chapeau, c'était vraiment hot votre affaire. Honnêtement, good job, c'était les tout boys. un vol. Hey, good job, la LQ. Fait que là, suite à ça, la police de Montréal a rappelé Léo Plouffe, notre ami. Léo Plouffe! Puis Robert Côté, c'est pas son bras droit, mais c'est un des autres agents de l'escouade. Et 3 semaines plus tard, la LQ va procéder à un autre vol avant même que l'escouade ait réussi à trouver des coupables. Là. Fait que 3 semaines plus tard, la LQ procède à un vol à Shawinigan. Ils vont voler le 62e régiment d'artillerie de campagne et ils vont dérober encore une fois des armes, peut-être des lance-roquettes, des balles, d'autres walkie-talkies, une autre polycopieuse, mais aussi des uniformes de combat et des casques bleus de l'ONU. Oh! Ils sont dans la on peut faire des militarisés, cosplays! là. Ben oui. C'est pour le party d'Halloween! C'est déjà, je sais qu'on est juste à la deuxième vague, là, mais oh my god, ça ferait une excellente série. Ouais. Hey, je sais, Série, genre, avec un budget de HBO, là, ça me prendrait ça. Je suis absolument d'accord, c'est super intéressant. Puis, Éric Bruno. Comme je vous dis... Ouais, c'est non, ça, on Éric fait le Bruno, il est casting. bien trop vieux. Éric Bruno, ce serait genre Léo Plouffe, là. Ah, ben il peut jouer Léo Plouffe. Le duo dynamique. Le duo dynamique. Léo Plouffe et Robert Côté. Mais
Ouais, Robert Côté, ça va être Babine. Yes! Non, Robert Côté, il a comme 27 ans dans ce temps-là. En tout cas, il est très jeune aussi. Mais tout le monde est trop... Tout le monde était Tout le monde est vraiment très jeune. Léo tu racontes une histoire, tout le monde est plus jeune que nous. OK, fine, ça va être Ricardo Trogui. OK, parfait. Bon. Sarah Roy Dupuis va jouer tous tes rôles. Ouais. Roy Dupuis ferait un bon Léo Plouffe, parce que Léo Plouffe était dans la police en 52, je l'ai dit, fait que lui, il est plus vieux, tu sais. Roy! Fait que là, OK, à partir de ce vol-là, l'armée commence à avoir peur. Ça en prend beaucoup faire peur à l'armée. Puis il va y avoir des gardes militaires qui vont être postés en permanence devant les manèges des casernes à Montréal puis les autres bases militaires au Québec. Pour être sûr que ça arrive plus, là. Même la nuit, là, on réduit pas l'effectif. On va protéger nos lance-roquettes puis nos polycopieuses. Et là, c'est pour imprimer des pamphlets. Mais c'est ça, c'est pour imprimer leur communiqué puis leur journal. Parce qu'à ce moment-là, il y a un journal qui s'appelle La Cognée. Et leur foufoune aussi. Oh! Les foufounes des petits gars de 19 ans, là. On peut pas faire des jokes de ça. Audrey, on peut pas. Non, t'as raison. Trop jeune. Trop jeune. Trop jeune. Je suis pas cougar. Les membres de la LQ vont graduellement être arrêtés. Les premiers vont être arrêtés suite à un vol d'une succursale de la Banque nationale parce que, après le vol de la banque, les propriétaires de la banque appellent la SQ, puis la SQ met en place des barrages pour intercepter les automobiles dans les environs, puis ils arrêtent une Pontiac avec 3 passagers qui sont 3 jeunes kids qui ont l'air vraiment stressés. Oh. Puis là, ils vont les interroger, puis le plus jeune va se confier à la police. Oui, ils sont des membres de la LQ, puis on a fait plusieurs vols de banque. On s'excuse! On s'excuse! Fait que là... Pardon, mon oncle! On voulait un pays! Moi non plus, je n'ai pas encore mué! Fait que dans la poche d'un des 3 gars, ils vont trouver un reçu pour un garage sur la rue Delaroche à Montréal, et là-bas, les policiers vont trouver la plupart des armes qui ont été dérobées sur les bases militaires. Come on, garde pas tes receipts! Non, dans tes poches de jeans! Voyons tu vas faire un vol de banque! Je la comprends pas. Cette première arrestation mène à plusieurs autres, et plusieurs membres de la LQ vont accepter de collaborer avec la police en l'échange de peines réduites, parce qu'on le rappelle, c'est des petits kids qui ont pas d'antécédents judiciaires. Ils ont peur un peu. Puis c'est ça, c'est juste des petits gars. Puis la plupart vont reprendre une vie normale après ça. Donc, il est possible que vous connaissiez des gens qui ont posé des bombes avec le FLQ, ou qui ont... l'AFLQ, ou qui ont volé des casernes militaires avec la LQ. Si vous en connaissez, écrivez-nous un bulletin à Demandez à vos grands-parents. Demandez à vos grands-parents qu'est-ce qu'ils faisaient ce soir-là. Là. Pour vrai, une fois qu'on ouvre cette conversation-là, on apprend des affaires pas mal intéressantes. En tout cas, les membres de la LQ comparaissent devant les tribunaux le 5 mai 1964. 50 chefs d'accusation pèsent contre eux et 6 membres de la LQ vont être emprisonnés. C'est la fin de ce mouvement-là. C'est fini! Deuxième vague, snip! Snip, snap, snip, snap! Parallèlement à tout ça, l'attention du public est de plus en plus concentrée sur la question de l'indépendance. Là, au début, le FLQ, c'est juste un truc super marginal, mais là, les gens en parlent de plus en plus. Et en février 1964, Times Magazine va publier un article sur le phénomène et citer un sondage qui indique que le public québécois est au courant de la question, mais est loin d'être vendu à l'idée de l'indépendance. Selon le sondage, 43% des Québécois souhaitent demeurer au Canada, 23% sont indécis, 21% ne savent pas pantoute de quoi il est question, et 13% supportent l'indépendance. Repeat the question, please! De quoi on parle ici? De quoi on parle? Je parle en anglais! Quand même, c'est divisé, à part tout le comme 20% de confusion. Là. Confusion, explain! Mais il y en a quand même 13% qui supportent l'indépendance. On va l'avoir, notre pays! On va l'avoir, hein? Mais semble que, hein? Come on! Fait que là, malgré tout, l'idée commence à faire son chemin aussi dans le monde politique, et René Lévesque, qui était alors le ministre des Mines et des Ressources naturelles, lui devient de plus en plus loquace. Et il affirme que le Québec devrait devenir un État associé au Canada, mais dit que ça devrait se faire sans l'usage de fusils, de dynamite et de lance-roquettes, mettons. Ça devrait être une entente à l'amiable. Il était déjà en train de faire sa campagne là, pour devenir premier ministre. Ah, il était déjà convaincu. Là. Puis ça peut sembler être une petite affirmation qui mène pas à grand-chose, mais pour le FLQ, c'est un très gros pas. C'est une très grosse avancée parce que c'est le premier encensement de la part d'un politicien. C'est vraiment important. Ça les encourage. OK, avec là, troisième vague. Oui! L'armée... Oui! On fait la vague! L'armée révolutionnaire du Québec. La RQ. Arc! L'arc!
est un groupe un peu plus radical que les factions précédentes qui s'établit dans un camp de base à Saint-Boniface de Shawinigan en Mauricie. Shawi! Le groupe avait un leader qui s'appelle... Le groupe a un leader qui s'appelle le Général. Non, ça s'appelle pas le même. C'est la misère. Le groupe a un leader qu'il surnomme le Général. Un homme du nom de François Schirm, qui a 32 ans et qui est né à Budapest et qui a fui la Hongrie avec sa famille lors de la venue de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il s'appelait comme Franz. Il a francisé son nom. Ah, c'est ça. Il est passé de Franz à François. François Schirm. En 1950, François Schirm, il était en France et il a joint la Légion étrangère. Tu sais, dans le temps où il y avait la Légion étrangère, qui était comme la force d'occupation de la France un petit peu partout. Puis, tu sais, il y avait le service militaire obligatoire. Ouais. Il y avait bien des branches de l'armée dans ce temps-là, parce qu'il y avait bien du monde qui allait dans l'armée. Et pendant qu'il passe 6 ans dans la Légion militaire, il en apprend beaucoup sur les tactiques militaires, sur l'organisation des groupes armés, mais surtout, il est transformé par cette expérience et devient dégoûté par le colonialisme français. Ça veut dire? En même temps, c'est facile à être dégoûté par le colonialisme français. Ouais. Oui, ça l'est, effectivement. Parce qu'il était encore en Algérie dans ce temps-là. Là. Ouais. Fait que là, quand il arrive à Montréal en 1957, il tient plusieurs job-ins comme bricoleur, gardien de sécurité, gardien de nuit, etc. Et à travers ses expériences, il devient de plus en plus découragé par le maudit patronat anglais. Et tout ça ne fait qu'attiser sa haine. Tout le monde les haït! Tout le monde les haït, maudits anglais! Fait que là, en 1964, François Schirm, il fonde l'ARC et commence immédiatement à recruter des membres qu'il forme quant au port et maniement d'armes, à sa base de Saint-Boniface de Shawinigan. Et là, le 29 août, l'ARC passe à l'action. La cible, c'est la International Firearms à Montréal, située au 1011 rue Bleury. Ça existe-tu encore? C'est un dépôt d'armes. J'ai pas checké. Vous vérifiez? Vous pouvez vérifier si vous voulez. Ah, checker. Faites donc ça. Google. C'est pas loin du Palais des Congrès. Nice. Puis là, en ce moment, il y a la galerie MX dans le building. Ah! Donc, c'est ça, ils s'en vont voler la International Firearms à Montréal. Et je vous avertis, ça va très mal se passer. Oh no! 5 hommes de l'ARQ entrent dans le magasin d'armes. Ils signalent qu'ils sont armés. Ils expliquent qu'ils veulent pas d'argent, juste des armes et des balles. Fait que là, tu sais, tous les employés se sont jetés à terre. Bon, OK, on reste calme. Mais là, le vice-président de la compagnie, il arrive par hasard dans la salle de montre. S'appelle Leslie McWilliams, et Edmond Guénette, qui est un des acolytes de François Schirm, le tire à bout portant dans l'abdomen. Oh non! Leslie McWilliams s'effondre et il meurt sur le coup. Là. Mais alors, il était les pas hommes armé, de la RQ... Non, il est juste rentré dans la salle, puis Edmond Guénette a peut-être fait le saut, puis il a tiré. Les hommes de la RQ prennent les autres employés en otage et dérobent de la marchandise d'une valeur de 50 000 $. 2 des voleurs, qui s'appelaient Tardif et Brunet, vont charger le getaway car qui est conduit par leur getaway driver, qui s'appelle Cyriac Delisle, et ils sont interceptés par la police. La police entre ensuite dans la International Firearms. Ils savent pas s'il reste des gens à l'intérieur. Ils tournent un coin, il y a un monsieur qui est là, ils disent « Lève tes mains, lève tes mains ». Le monsieur dit « Non, je suis juste un employé de la place, mais trop tard, la police a tiré sur ce monsieur. » Et ce monsieur du nom de Alfred Pinnick, il décède. C'était vraiment juste un employé? Oui. Oh non! C'est juste une erreur sur la personne. Ouais, la police était stressée, ils ont tiré. Puis ils ont probablement eu 0 conséquence. Ouais. Puis, on va en reparler plus tard, mais dans le livre de Darcy Jenisch, sur Wikipédia, dans les autres livres sur la FLQ, ça dit que Alfred Pinnick, je ne sais pas comment on prononce son nom, et SCH. Donc, Alfred Pinnick. Ça dit qu'il est une victime du FLQ. Moi, je trouve qu'il n'est pas une victime du FLQ pantoute. Non, il est une victime de la police. Il est victime de la police. Et moi, je l'exclus de la quantité blâmez de pas le FLQ pour une erreur de... Non. Comme les poseurs de tapis de Roqueforêt, ils n'étaient pas des victimes des vrais voleurs de la Brinks, là. C'était des victimes de la police. Ouais, c'est des victimes de la police, c'est ça. Fait que là, ils ont tiré sur un gars à l'intérieur qui est mort. Pendant ce temps-là, François Schirm, lui, il est poursuivi à pied par la police, puis il l'appréhende après l'avoir tiré dans la jambe. Ça t'empêche de courir, ça, pareil? J'avoue que ça m'a effrayé. Puis Edmond Guénette, lui, pendant ce temps-là, il s'est sauvé avec une partie du stock, là.
il a pogné un taxi qui il a dit « Je veux aller au pont Jean-Cartier », puis finalement, il était comme « Non, je veux plus aller là, amène-moi plus haut dans la ville », puis là, il l'a droppé au coin de... Il a pris un Uber, il l'a droppé au coin de Bélanger puis de la 7e avenue, puis éventuellement, ben, il a pris une autre voiture, je sais pas s'il l'a volé ou s'il y a eu comme un lift de quelqu'un, mais il est retourné à Saint-Boniface, et Edmond Guénette, qui est le tireur, il s'est fait appréhender par la police 3 jours plus tard, en plus de 6 autres personnes qui ont été accusées de complot sur le coup. Fait que le vol de la International Firearms a choqué la ville de Montréal. Les médias condamnent les auteurs de ce braquage, les traitant de bandits et de meurtriers. Je sais pas si, justement, le fait que la police a abattu quelqu'un a fait jaser aussi, mais en tout cas, moi, ça me fait réfléchir, là. Ben, moi, c'est quasiment ça qui ça me choque tout autant que Edmond qui avait abattu quelqu'un, là, je veux dire. Absolument. Les deux côtés ont des choses à se reprocher, là. Absolument. Non, c'est ça, mais surtout, mettons qu'ils ont réussi à tirer dans la jambe d'un des autres suspects, comme, pourquoi t'as pas fait la même chose avec lui? Pourquoi tu lui tires pas dans la jambe plutôt que de tirer pour tuer, là? C'est une bonne question, ton affaire. Ben là, on n'est pas là pour y poser, malheureusement. Finalement, les accusations de complot sont écartées, mais celles contre les 5 hommes ayant braqué l'International Firearms tiennent. Ils sont accusés de meurtre prémédité qui, à l'époque, pouvait encourir une peine de mort. En janvier 1965, Tardif et Brunet, qui étaient les deux gars qui chargeaient l'automobile, là, ils plaident coupables à homicide involontaire et reçoivent respectivement une peine de 22 ans et une peine de prison à vie, en échange de leurs témoignages. Tiens, un deal, une peine de prison à vie. Ben, c'est ça ou la peine de mort. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire. Puis Cyriac Delisle, qui était le getaway driver, lui, il reçoit aussi une condamnation à vie parce qu'il accepte de témoigner. François Schirm et Edmond Guénette, fait que le leader de la RQ et le tireur, eux, ne plaident pas coupables et vont en procès. Guénette est représenté par un avocat qui a été attribué d'office, mais François Schirm, il insiste pour se représenter lui-même. Jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Divertissant, mais pas une bonne idée. Non, puis apparemment, il est très, très arrogant et très, très fanfaron en cours. Puis il écœure pas mal le juge, là. Fait que là, fanfaron. À l'issue du procès... Il se magasinait une claque d'en face puis une virée sur l'échafaud, là. Il se magasinait de mordre entre les deux yeux, là. Ouais, il s'emmagasinait pas pire, puis à l'issue du procès, le jury délibère pendant 45 minutes. Les 2 hommes sont trouvés coupables, mais le jury les recommande à la clémence de la cour, sauf que la cour, ça ne tente pas d'être clémente, là. Okay? Non, parce qu'elle s'appelle Françoise. En fait, elle s'appelle André Sabourin, c'est un homme. Puis là, monsieur, l'honorable André Sabourin, lui, il est écœuré de l'attitude de Schirm, puis il lui dit qu'il va recevoir la peine qu'il mérite parce qu'il n'y a aucun respect pour personne, ni pour les institutions de notre beau pays. Fait que Edmond Guénette et François Schirm sont condamnés à mort. Attends, c'est peut-être moi qui est comme pas super calé je suis pas avocate, là, mais le jury a demandé la clémence, mais ils ont dit coupable, mais comme, allez-y pas trop fort. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Parce que le jury, il décide si les gens sont coupables ou pas coupables, puis le juge, il décide c'est quoi la sentence. Ouais, c'est ça, ok. Mais ils ont dit coupable, mais soyez gentils avec eux. Soyez gentils avec eux autres. Dans le fond, il recommandait la prison à vie et non la peine de mort. Ouais, c'est ça, mais le juge, il a le droit d'ignorer ça. Ouais. C'est ça. Mais je vous rassure, Edmond Guénette et François Schirm ne seront jamais exécutés. En juin 1965, il y a une pétition qui commence à circuler pour demander au gouvernement canadien de ne pas appliquer la peine de mort sur eux. Et entre-temps, leur cause est portée en appel, et la Cour suprême accepte de leur faire un nouveau procès, mais à ce stade-ci, par chance, la peine de mort a été abolie. Fait qu'ils ont un autre procès, sont trouvés coupables encore, mais cette fois-ci, ils écopent de la prison à vie. Finalement, dans la prison à vie, Guénette va faire 11 ans. Fait qu'il fait 11 ans, puis ensuite il est libéré. Et François Schirm en fait 3 fois plus, il fait 3 ans de plus, parce que après 11 ans, il se voit proposer de sortir de prison, tu sais, comme Edmond Guénette, mais il peut sortir de prison s'il accepte d'être extradé en Europe, puis d'y rester, puis il refuse. De retourner chez lui. Ah, ok. Alors retourne chez vous, maudit Européen! Ça devait être bien plus pire de retourner en Belgique que de rester en prison. Mais lui, il venait pas de la Belgique, il venait de la Hongrie. Il vient de la Hongrie. La Hongrie, ouais. Ben, c'est mélangeant, il y a plein de... Avec Jean Schutter, c'est ça. Retourne manger des saucissons. En tout cas, il refuse ça, fait qu'il sort de prison après 14 ans. Il fait 3 ans de plus, parce qu'il veut pas être extradé. Non, je veux pas aller en Hongrie, ça pue. Fait que là, je connais rien de la Hongrie en passant, les amis. C'était juste une farce. Ça pue probablement pas en Hongrie, je suis pas d'accord. Bon. Fait que là, là, j'ai oublié complètement les numéros de partie, fait que maintenant, partie, on sait pas quoi, Panique à la bombe 2. Panique at the Disco. Panique à la bombe, Panique at the Disco. Fait que là, tout à coup, les bombes recommencent à exploser. On est au printemps 1965. C'est la fête de la reine Victoria. Bon fête! Puis là, nous autres, là, la fête de la reine, on fête pas ça, on fête
la fête de dollars des Ormeaux. Ou la fête des Patriotes? Non, c'était pas encore... Ben, dans ce temps-là, c'était juste la fête de la reine, puis le monde n'était pas content, puis à place, ils fêtaient dollars des Ormeaux, puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté de ton fêter ça. Jubilee! Maudit Jubilee de la reine Victoria. Fait que là, c'est la fête de la reine Victoria, puis il y a une première bombe qui détonne au milieu de la nuit, parce que, tu sais, c'est ça, on l'a dit, le FLQ voulait pas tuer personne, il faisait détonner des bombes au milieu de la nuit quand il y avait personne dans les rues, là, tu sais. Il voulait faire du dommage matériel. Il fallait faire le saut. Fait qu'il y a 2 officiers en patrouille qui repèrent un sac brun très suspicieux sur le trottoir, là, au 635 rue Dorchester. Fait que la rue Dorchester, c'est l'ancienne rue René-Lévesque. Devant les bureaux d'une compagnie d'assurance. Fait que là, il appelle Léo Plouf! Non, Léo Plouf. Et sa gang des amorceurs de bombes. Et Léo Plouf pis sa gang, là, sont comme, ouais, on arrive, là, on a déjà fait 6 sautes, alerte à la bombe cette nuit, on pourrait-tu avoir un break de 2 minutes maintenant? Ils peuvent pas avoir de break de 2 minutes. Puis en fait, toutes les autres alertes qu'ils avaient faites jusqu'à date, Léo puis sa gang, c'était toutes des fausses alertes. Sauf que là, c'est une vraie bombe. We've got a live one! Puis la bombe, elle détonne juste avant que Léo Plouf et sa gang arrivent. Fait qu'en même temps, une maudite chance parce qu'elle leur aurait peut-être explosé dans les mains, là. Ben ouais. Fait que là, ils sont ensuite envoyés encore au manège des fusées du Mont-Royal qui arrête pas de se faire braquer puis bombarder à tout le temps. Laissez-nous tranquille! On n'a rien fait, nous autres! Fait que, là-bas, le petit bonhomme Léo, comme qui dirait dans Radio Enfer, désamorce une autre bombe. Et puis, il en désamorce... Il va à 4-5 autres places pour d'autres fausses alertes, là, ça fait beaucoup dans la même nuit. Et pendant ce temps-là, les autres policiers de la ville de Montréal sont très, très occupés à contrôler une émeute. Oh my God! L'émeute commence au Parc La Fontaine. Ça en passe des affaires! Hey, c'est la Jubilee on Jubilees, C'est une méchante fête pour la reine Victoria, là. Oui. C'est lit. L'émeute, elle commence au Parc La Fontaine, au bord de la rue Sherbrooke. Là-bas, il y a Yves Giroux, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui livre un discours enflammé en l'honneur de Dollars des Ormeaux. La Société Saint-Jean-Baptiste, ben, sûrement que vous avez compris, là, mais c'est des séparatistes, bien entendu. Il était blood Dollars des Ormeaux. Yves Giroux, dans son allocution, il tient des propos qui attisent les ardeurs de la foule. Et entre autres, il déclare que l'Assemblée législative devrait faire du Québec une nation unilingue pour nous libérer du joug des anglophones. Mais malgré tout, tu sais, la foule, elle est très, très, très calme. Jusqu'à l'arrivée de Reggie Chartrand, un ex-boxeur, et qui est aussi le leader des Chevaliers de l'Indépendance. Je pensais que t'allais dire les Chevaliers de Colomb. Ouais, moi aussi. Non, c'est non! Il y a le nom d'un animateur à Musique Plus. Reggie Chartrand. Fait que quand Reggie Chartrand arrive, il y a une 60aine de chevaliers qui arrivent avec lui puis qui scandent des slogans séparatistes. Yes! En full plate, en full plate. Armure, là, c'est ça. Après, il s'en allait à Bicoline. Ça serait vraiment... Ouais, il y avait leurs épées en mousse pis tout. Les petites oreilles d'elfe en plastique. Vive le Québec! Vive le Québec! On va l'avoir à notre pays! On va l'avoir à notre pays! Puis là, ça vire en grosse émeute. La police arrive et arrête Reggie Chartrand et une poignée de chevaliers. Et ils essayent de disperser l'émeute. Ça arrive momentanément, mais celle-ci reprend de plus belle. Et pendant la soirée, il y a une émeute d'environ 2000 à 3000 personnes qui est amassée dans le parc à scander des slogans séparatistes, mais aussi à casser des vitrines, dont les vitrines de la station francophone CJMS et de Dupuis et Frères. Fait qu'ils se promènent un peu. Dupuis et Frères, ils vont péter les vitrines. Puis il y a entre 500 et 600 policiers qui sont dépêchés pour contrôler la foule. La foule fait aussi capoter des voitures de police et lance des cocktails Molotov. Et prend même d'assaut un poste de police au nord-ouest du Parc La Fontaine. Hey, calmez-vous les boys, là, les Canadiens de Montréal, ils n'ont pas gagné la coupe, là. Si, ouais! Fait qu'au terme de la journée, il y a des dommages matériels qui totalisent environ 25 000 $ et environ 200 personnes sont arrêtées par la police. Mais là, il y avait du monde, en prison. Il y a des bombes qui explosent, il y a du monde qui casse des chars. Mais là, les troubles ne s'arrêtent pas là. Oh non, ça ne fait que commencer. C'est très agité comme été. Puis au courant de l'été, il y a aussi des militants des mélicans du FLQ. Des pélicans. Des pélicans du FLQ qui détournent 2 trains du CN pour des raisons économiques. OK, les trains sont détournés parce que c'est des trains à marchandises qui transportent des produits alimentaires en provenance du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. C'est des produits qui vont, au dire du FLQ, inonder le marché québécois et empêcher les producteurs d'ici de vendre leurs produits. Ils sont détournés.
Et en plus de ça, ben il y a bien sûr une bombe qui détonne en avant de l'hôtel de ville de Westmount, parce que why not? Puis le 1er juillet, il y a une manifestation monstre qui s'organise au centre-ville pour protester contre le Canada en général. Non! Arrêtez! Arrêtez tout ça, vous! Fuck you, le Canada, pour ou contre? Hey, le Canada, pour ou contre? Il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pour protester contre le Canada en général, et une centaine est arrêtée. Puis le lendemain, une autre bombe détruit une tour de transmission de la station radio anglophone CKTS à Sherbrooke. Non, Sherby! Sherby! Puis à travers tout ça, le FLQ a décidé de changer de tête un peu. Tourne la page. Ils décident de revitaliser leur branche militaire. Yay! Oh! Fait que là, il y a un petit groupe qui va fonder un camp d'entraînement militaire à la Macasa. À la Mazou! À la Mazou! Ils vont fonder leur camp dans un vrai camp qui était une installation militaire délaissée qui avait été construite au début des années 60 à cause de la guerre froide. Il y a juste 7 membres du FLQ qui s'en vont là-bas, dont plusieurs ont aussi été membres de l'ARQ en dessous de François Schirm, là. Fait que, ils vont fonder leur petit groupe pour se pratiquer à pitcher des grenades, tirer du gun, puis faire la guerre en général. Et tout se passe bien, ils sont dans le bois, sont tout seuls, ils demandent rien à personne, jusqu'au 16 juillet 1965. Ce jour-là, il y a une jeune femme qui est en train de prendre une marche dans le bois et qui, tout à coup, rencontre 3 hommes qui sont comme en full gear militaire, puis comme vraiment très, très armés. Qui se pratiquent à pitcher des grenades. Elle a peur, elle sort de la forêt. Avec raison. Avec raison, là. Elle appelle la police. Puis là, il n'y a pas de police dans le coin, à la Macasa, mais il y a des policiers à la municipalité de Labelle, pas très loin. Fait qu'il y a 2 policiers, Ronald Noël et O'Neill Bourdon, qui sont deux petits bodés. O'Neill Bourdon! Ils répondent à l'appel. Fait qu'ils se pointent au camp de la Macasa en début de soirée. Ils s'aventurent dans le camp et ils rencontrent 6 hommes fortement armés. Puis c'est là qu'ils comprennent qu'ils sont possiblement en danger, puis c'est sérieux, là, ce qui se passe. Fait que, ils leur demandent ce qu'ils se font là, puis là, les hommes qui, on se rappelle, c'est les petits gars, ils répondent « On fait du camping! » On grille des marshmallows! Puis des saucisses! Puis tantôt, on va jouer à la tag flashlight! Yeah! On va se conter des histoires avec une flashlight en dessous de nos faces pour avoir peur! Voulez-vous du chocolat chaud? Fait que là, les policiers, ils checkent les environs, puis ils sont comme, il n'y a pas de tente, là. C'est comme, non. Non, c'est du camping sauvage. En plus, vous avez plein de du guns. Glamping. Du glamping. Dans une ancienne base militaire. C'est du glamping. Le glamping à la Macasa. À la Mazou. Ils fouillent, tu sais, puis ils sont comme, vous avez plein de guns, avez-vous le droit d'avoir des guns? Puis les gars sont comme, on a des permis, mais ils sont pas avec nous. Puis ils réalisent très vite qu'ils n'ont pas de permis de port d'armes, tu sais. Fait que puisqu'ils n'ont pas de permis de port d'armes, ils commencent à saisir les armes et les munitions. Puis là, Ronald Noël, il transporte tout ça jusqu'à sa voiture, tu sais. Puis tout à coup, il entend un coup de feu. Fait que là, il garage toutes les armes dans son char. Il prend son téléphone de police, là. Mais son téléphone de police, il connecte pas à la centrale parce qu'il y a des montagnes autour. Oh non! C'est en plein milieu de nulle part. Fait qu'il décide de il s'en retourne vers le camp pour voir ce qui se passe, tu sais, toujours avec son arme et tout. Il y a quelqu'un qui a été tiré, mais c'est un gars du FLQ. Il leur donne son first aid kit, il dit à O'Neill Bourdon de rester là, puis maîtriser la situation, puis il s'en va chercher de l'aide, là. Mais fait qu'il sort du bois. Le gars. Quelqu'un caché dans le bois. Il était 7, les gars de la RQ, puis il parlait à 6. Il y en avait un. Il y en avait un. Sauf si c'est un problème de maths. C'est 7 gars du FLQ dans un camp. Quand les polices arrivent, il y en a 6. Qui tire? Qui c'est qui se cache dans le bois? Qui c'est qui se cache dans le bois? Fait que Ronald Noël, il sort du bois, s'en va chez une maison voisine, utilise leur téléphone, appelle à la centrale, puis là, on est rendu à peu près comme 2 heures plus tard, puis là, il entend un autre coup de feu. Là, il est convaincu que les hommes armés ont tué son partner, son chum, O'Neill Bourdon. Oh non, partner! Mais O'Neill, il est pas mort. Oh. Il a été kidnappé! Oh là, non! Après le départ de Noël, il y a 3 hommes du camp qui se sont pitchés sur lui, qui ont ôté son arme, tu sais, c'est facile. Ils l'ont menotté avec ses mains en avant de lui, ce qui est quand même assez pratique. Puis là, ils se sont sauvés dans le bois. Fait que là, la police a commencé à chercher O'Neill Bourdon, tu sais. Mais les hommes se sont sauvés dans le bois. Pendant 24 heures, ils l'ont traîné avec lui encore plus profondément dans la forêt. Puis après 24 heures, O'Neill Bourdon, il a réussi à s'échapper. Et il était encore assez alerte pour savoir où il se situait et arriver à se diriger vers une route. Il est quand même cool, O'Neill Bourdon. Oh. Ben oui, c'est ça, il a regardé les étoiles. Il était il savait toujours exactement prêt. Il était où. Exactement. Fait que là, il s'est sauvé,
Il est allé à une maison de ferme, il a appelé la police, puis la SQ a monté une grosse équipe pour faire une battue et repérer les petits truands qui avaient kidnappé O'Neill. Mais les petits voyous, des petits voyous, eux autres qui ont continué à échapper à la police. Fait qu'ils sont repérés une semaine plus tard par des gens qui avaient un chalet, là, au bord de la route du lac Caché. Fait que là, la SQ s'en va pour les arrêter. Puis O'Neill Bourdon, il insiste pour faire partie du petit groupe de police qui est dépêché pour les appréhender. Il y a 2-3 mots à leur dire aux petits bums qui ont essayé de le kidnapper. C'est personnel Now maintenant. it's personal. Now it is personal. Fait qu'ils vont se faire arrêter, les 3 hommes. Et avec ça, le groupuscule de la Macasa est brisé. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour la première moitié de l'histoire du FLQ. Wow! Oh my god, cliffhanger! Qu'est-ce qui va se Cliffhanger! passer? Qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine fois, je vais vous raconter encore plus d'histoires de bombes et des meurtres. Et Pierre-Éliott Trudeau, notre pet national, va entrer en scène pour la première fois. Yeah! Voilà! Hey, une maudite chance que j'ai coupé ça en 2 parce que ça fait 1h20 que je vous en parle, là. Puis il reste au moins autant de stock que ça. Mais on a niaisé au début aussi, mais c'était vraiment très intéressant, puis ça a passé de même, là. Comme de rien. Drette de même. Drette de même. Bing bang par là. Yes! Ben, merci beaucoup, Catherine. C'était hyper intéressant et drôle. J'ai vraiment très hâte d'entendre la suite, là. Je suis investie dans tous les personnages, Oui. même s'ils disparaissent après comme une vague. En plus, Catherine, tu m'as menti. Tu m'as dit que ça serait pas drôle, mais moi, j'étais crampée pendant ton histoire de chevaliers qui font des émotions. Mais Reggie Chartrand, C'est la chanson La vallée de Dana, elle a été écrite à cause de ça. Dans la vallée, Oh, de Dana. Mais non, mais c'est ça. Moi, je suis contente que vous ayez aimé ça parce que la deuxième partie, avec les 3 vagues suivantes, les 2 vagues suivantes, moi, je la trouve bien plus facile à suivre parce que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Ah! Il y a plus une continuité, il y a plus des personnages auxquels on peut s'attacher, là. Puis Reggie Chartrand, il va revenir avec ses Chevaliers de l'Indépendance. Oh, Reggie! Yes, sir! Reggie, les chevaliers. yes! Bon, ben, Reggie, si vous voulez chercher sur Google, Reggie, c'est un ancien boxeur, puis il a l'air d'un ancien boxeur, là. Il mesure comme 5 pieds 5, puis il est gros, là. il est bof, là. Musclé, Reggie Chartrand. Yes, sir! On espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé cette première partie sur le FLQ, le folk. Folk! Alors, si ça vous intéresse, revenez-nous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Reggie, les Chevaliers et le folk. Oh! Et pour l'arrivée en trompe de Pet, probablement avec plein de pyrotechnie autour de lui. Et sinon, nous vous invitons, bien entendu, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. On vous invite aussi à carrément communiquer avec nous. Vous pouvez nous écrire au unpeudecrime@gmail.com si vous voulez nous suggérer des cafés à boire ou des endroits à visiter. Si vous voulez nous suggérer des cas, mais comme on vous a dit la semaine passée, malheureusement, on a déjà eu beaucoup de suggestions. Alors, si jamais vous nous faites des suggestions, ça se pourrait qu'on la mette dans notre liste et que ça soit peut-être pas fait tout de suite, mais on vous remercie vraiment beaucoup si vous nous faites des suggestions. Il faut prendre votre mal en patience. Ça nous apprécie, inspire mais quand on même. fournit pas! On fournit pas! On a des jobs, faut qu'on se rende ok? à la BNQ, faut qu'on loue le livre, faut qu'on rit parce que Jean-François Lissé, il a oublié ses Lissé. affaires dans ses livres. Faut qu'on rit parce qu'il disait que Maurice Duplessis était pas si pire que ça. It's C'est a après big ça, if faut qu'on true, tape comme qu'on toute cette dit. histoire-là. On fait plein de fautes. Après ça, on essaie de les corriger. On fait des fautes quand on le dit. C'est de la job! C'est beaucoup de travail, mais on vous remercie. On aime savoir que vous aimeriez qu'on fasse des recherches pour vous et ça nous ferait plaisir de faire un jour des recherches pour vous. Et donc, c'est ça. Écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com et aussi, si jamais vous avez un petit moment, si vous pouviez nous donner une cote sur Facebook, ça nous aide à avoir plus de visibilité et à nous battre contre les méchants algorithmes qui nous mettent dans le sous-sol des podcasts. Et aussi, sur Apple Podcasts, nous mettre une cote, ça nous aide aussi à avoir un peu plus de visibilité. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures du FLQ. Mais si ça vous intéresse, restez parmi nous parce que maintenant, nous nous en allons au District 31 pour discuter des 2 minutes de babine. 2 minutes de babine. OK. Fait que là, mes chums, là, faut qu'on se parle. Ouais. De quoi qu'on parle? J'ai encore ma voix du FAQ. Parce que là, il est arrivé quelque chose au district, là. Puis moi, personnellement, ça me stresse. C'est quoi? Là, l'autre jour, là, babine.
il a arrêté Julia Deveau. Non, pas Julia Deveau. Ouais, pour la 45e fois. Elle est donc belle, elle. Mais je Elle est comprends. tellement Si belle. j'étais lui, je l'arrêterais plusieurs fois, moi aussi. Moi aussi, je l'arrêterais tout le temps, juste pour qu'elle me dise c'est qui sa coiffeuse. C'est qui ça, Julia Deveau? Une belle femme. Julia Deveau, check c'est la pas mal. femme de Richard Jeté, Toute une femme. qu'on soupçonne d'être un petit peu un financier tout croche, mais qu'on n'a pas tant de preuves, fait qu'on peut comme rien faire. On peut juste arrêter sa femme parce qu'elle est belle. Puis demander c'est qui sa coiffeuse. C'est bien trop belle, madame. Parce qu'elle a vraiment des beaux cheveux. Fait que là, Babine, il a arrêté Julia Deveau parce que Richard Jeté, là, il s'est fait tirer pendant qu'il était sur une terrasse. What? Là, Richard Jeté, il est mort. Ah, il est mort! Puis là, She's on the Babine, market again. fait que Julia Deveau, elle est disponible et elle est toujours aussi belle. Oh, Mais là, Babine, chanceux, Babine. il soupçonne que Julia Deveau, là, c'est elle qui a commandé le meurtre de son mari. Parce qu'elle a pas de l'air particulièrement distressed par la mort de son mari, mais en même temps, Julia Deveau, elle doit avoir comme fin trentaine, début quarantaine, puis Richard Jeté doit avoir 283 ans. Elle s'en attendait un peu, là. Puis la première fois qu'on rencontre Julia Deveau, c'est quand elle rencontre Florence Guindon. Ah, Et que Florence Guindon, elle lui demande qu'est-ce que votre mari il fait dans la vie, puis elle y répond de l'argent. I mean, same. Je veux dire, écoute. Goal. Wow. Écoute, Go. hashtag goal. Et en plus, on sait que Julia Deveau a de nombreux amants. Oh, oh là 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 là. En plus La d'être- gourgandine. Écoute, moi, je hashtag girl boss, go girl. Mhm. Fait que là, Babine, il a arrêté Julia Deveau cette fois-là, parce que lui, il pense qu'elle a peut-être pas les mains trop blanches en ce qui est terme avec le meurtre de son mari. Justement parce qu'elle a pas l'air particulièrement distressed. Mais elle a dit, ben là, ça vient d'arriver, laissez-moi donc m'en rendre compte que c'est arrivé, que mon Laissez-moi mari est vivre! mort. Hein? Oui. J'étais pas prête, Ça là, j'étais dépend pas que mon préparée, dos. c'était pas dans mon agenda. C'était pas prévu. C'était pas Non. prévu, là. Moi, j'avais prévu de continuer de regarder la nouvelle saison de The Handmaid's Tale, là. Les nerfs. Puis là, Babine, il pense que la preuve, hors de tout doute, que c'est pas mal ça, c'est l'attitude de Julia Deveau, c'est que dans son statement, elle dit que son mari s'est fait tuer pendant qu'elle, elle disait qu'elle allait aux toilettes. Parce que dans le Ok. fond, Richard lui dit « Je m'en vais chercher l'auto », puis elle a dit « Parfait, moi je vais aller aux toilettes et je vais te rejoindre dans l'auto. » Ils ont fini de manger. Et Babine, lui, trouve ça sus qu'elle est allée aux toilettes après avoir mangé. Ben oui, d'habitude, tu y vas pendant. Fait que là, moi, je suis comme... Si un jour, il arrive quelque chose à mon compagnon, je vais être dans le chenoute parce que moi aussi, je vais toujours aux toilettes en partant d'un restaurant. Parce que j'ai bu vraiment beaucoup d'eau. Ouais, moi aussi. Puis tu fais pas la ride jusqu'à chez vous, là. Faut que tu ailles avant. Non, faut que j'aille Ben avant, oui. puis je veux dire, j'y vais pas... Je vais pas au restaurant quand... Je vais pas aux toilettes au restaurant quand j'arrive, parce que j'étais aux toilettes probablement chez moi. Puis pas pendant, parce que je sais pas, j'aime pas ça, abandonner ma nourriture d'un coup que quelqu'un y touche. Ew. Ouais. Faut que je la Écoute, surveille, Tu manques ma un bout de nourriture. conversation intéressant, je sais pas quoi. Ouais, hein, d'un coup que c'est là qu'on me révèle... qu'on révèle des choses... C'est ça, j'ai le faux mot, je peux pas aller aux toilettes pendant que je mange. J'ai un gros faux mot, là, je vais me retenir. je What vais if pas I manquer miss les out? conversations. Mais là, Babine, ne suivant que son instinct, il en parle Ouais. avec la lieutenant Gabrielle, qui Ouais. est d'accord avec lui qui est pas mal sauce Julia Deveau. Puis on sait qui ces gens qui vont pas aux toilettes, voyons donc. Pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que ça faisait un bout qu'ils avaient des soupçons sur les pratiques financières de Julia et de Richard Jeté. Alors, il y avait une filature sur Julia Deveau. Alors, la filature, ben, elle a vu le tueur arriver et tirer sur Richard Jeté. Et ils ont pris la plaque. Oh my god, mais là... Mais elle l'a vu, mais elle était aux toilettes? Non, mais Julia Deveau s'en allait aux toilettes. Ah, ok. Puis là, quand elle... C'est la filature qui l'a vu. c'est la Ah, ok, filature, la filature l'a parce vu. qu'il y avait une filature sur C'est Julia Deveau, parce que Julia Deveau, c'est pas la première fois qu'elle est liée à une affaire sur laquelle les enquêteurs doivent travailler. Et ils commençaient à être un petit peu écœurés, alors ils avaient mis une filature sur elle pour essayer de la coincer dans quelque chose pour qu'elle arrête d'être dans leurs pattes. Oui. Alors là, la filature a vu la plaque du tueur. Alors ils sont allés le repêcher chez lui. Et ben, qu'est-ce qu'il y avait chez lui? Un faux passeport avec une photo de Julia Deveau! Non! Alors, oui, Julia Deveau avait commandé le meurtre de son mari. Et elle Mais s'en c'est va pas en parce dedans. qu'elle est allée aux toilettes.
Non, mais il attendait qu'elle aille aux toilettes avant de le faire. Mais Ça c'est n'aurait pas eu d'importance quand est-ce qu'elle y allait. Là. C'était pas suspect qu'elle soit allée aux toilettes après avoir mangé. Moi, c'est ça que je veux défendre, là. Non, mais Babine, il était vraiment fier de n'avoir écouté que son instinct. Mais moi, je suis très fière de Babine aussi. Toujours. Bravo, Babine, bravo! Bravo, good job, mon chum. Good job, Babine, good job, mon chum. Alors voilà, c'était le plotline de District 31 qui me stresse, parce que moi aussi, je vais toujours aux toilettes à la fin du restaurant. Et Mais là, j'espère qu'il va rien arriver à mon significant other pendant que je suis aux toilettes. moi aussi. Je vais lui dire, cache-toi en dessous de la table avant que je sois aux toilettes. Protège-toi. Au cas où quelqu'un décide de te tirer dessus. Mets un menu sur ta tête. Et vous, à la maison, qui nous écoutez, allez-vous aux toilettes avant, pendant, après? Toutes ces réponses. Ou toutes ces réponses, écrivez-nous un peu Toutes les trois en même temps. C'est ça. Ou mettez-vous une petite bouteille en dessous de votre table. Si vous faites ça, Non! dites-moi pas. Qu'est-ce que c'est ça? Fais pas ça. Non! Je suis pas d'accord avec ça. Non. Pas d'accord. C'est pratique. Non. Alors Je suis voilà. pas down. Je suis pas C'est down. ce qui s'est passé cette semaine dans notre beau District 31. Ben, ça s'est pas passé cette semaine, c'est l'épisode que j'ai regardé cette semaine. C'est pas cette semaine parce que tu l'as écouté cette semaine. C'est passé à un moment donné. Dans mon ordre de District 31, ça s'est passé cette semaine. Yes! Fait que c'était de ça que je vais te parler, que je voulais vous parler, partners. J'espère que vous avez aimé mon histoire de toilette et de tueur. Là, je suis bien stressée là, à cause de toi. Ah oui. Ouais. Maintenant, je vais juste aller aux toilettes toujours avant. Ou me retenir jusqu'à chez nous. Ouais, c'est mieux de faire ça. Ouais, c'est juste mieux de jamais aller aux toilettes. Merci, mon chum. On Ouais. va aller aux toilettes. Cautionary tale. On a tiré une leçon. N'allez pas aux toilettes au restaurant, c'est dangereux. Mhm. Merci, Alors, mon chum. Merci, partner, de m'avoir écouté. Et je vous T'en as dis plaisir. à la semaine prochaine. 10-4. 14 partner.